il n'est pas exclu que la Cour recommande au Conseil de sécurité de l'ONU de rendre certaines décisions obligatoires et effectives, et à ce moment-là, un certain nombre d'États se sentiront l'obligation, avec leur armée, de venir imposer certaines contraintes qu'elle aura décidées. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Léon Rosenbaum. Léon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un ancien président de l'UNIFAN et aussi un juriste. Et vous avez rédigé une tribune qui a été rendue publique donc dans sourceisraelcom.com sur la Cour internationale de justice de La Haye et le conflit qui nous préoccupe bien entendu dans la bande de Gaza. Dans cette tribune, vous revenez bien entendu sur les principaux éléments de la guerre, du conflit qui nous préoccupe contre le Hamas. Mais je voudrais avec vous que vous nous expliquiez pourquoi d'une certaine manière, selon vous, eh bien, la Cour internationale de justice a perdu toute forme de crédibilité de par le fait qu'elle a accepté de débattre de la requête de l'Afrique du Sud. Eh bien, il faut d'abord expliquer que la Cour internationale de justice est une institution vénérable. Elle a été fondée en 1920. Elle s'appelait alors la Cour permanente de justice internationale. Et de nombreux juristes, dont je suis, la respectaient considérablement parce qu'elle a réussi à régler, depuis cette époque, depuis 1920, différents conflits internationaux sérieux. Et les États n'hésitaient pas à faire appel à ses services et se plier à ses décisions. Alors que là, nous sommes absolument dans un état de stupeur devant le caractère unilatéral de la décision prise par l'ordonnance, du simple fait que cette ordonnance fait et cause littéralement pour le Hamas et ignore totalement la situation difficile de l'État d'Israël qui a subi une attaque de son territoire absolument violente, d'une violence inouïe, d'une sauvagerie inouïe, et qui, très légitimement, en termes de droit international public, a riposté et riposte jusqu'à avoir parfaitement défini ses objectifs. Et alors, en réalité, la Cour elle-même viole le statut de la Convention contre le génocide, le fait de vouloir détruire un peuple, et le génocide, et par conséquent, puisqu'il faut que, pour pouvoir être admissible, une plainte de ce genre doit être présentée par un État qui est parti au conflit. Mmh. Or, l'Afrique du Sud, c'est pas le cas. Or, pour l'Afrique du Sud, il ne s'agit pas du tout de ce cas-là. Elle essaye par tous les moyens, elle a tenté par tous les moyens de se positionner comme une partie au conflit parce qu'elle s'est permis de publier dans la presse et dans 2 notes verbales à l'ambassade d'Israël à Pretoria qu'elle estimait qu'Israël commettait un génocide. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec même le déroulé normal d'une plainte pour génocide. Et donc, en réalité, il s'agit purement et simplement d'un soutien de propagande au Hamas. Alors, je voudrais revenir un peu sur un point important, parce que c'est pas apparemment connu. Vous parlez de la Cour internationale de justice comme ayant été fondée dès 1920, ça veut dire bien avant la création de l'ONU. Je suppose dans le cadre de la création de la Société des Nations, n'est-ce pas ? Et est-ce que finalement, est-ce que
l'attitude qu'elle avait à l'époque sur le plan historique, on va dire au moins jusqu'à la création de l'ONU, ou en tout cas peut-être jusque dans le courant des années 50 ou 60, est-ce que elle était considérée comme impartiale, cette Cour, et quand elle a tourné, parce que c'est pas un secret que la Cour internationale de justice, elle est partiale de par sa composition, de par le fait qu'elle est affiliée à l'ONU et que l'ONU est partiale de par la composition de ses membres. Alors cette partialité dont vous l'accusez, à mon avis, est très récente. À ces toutes dernières années, ces interventions, ces décisions, ces ordonnances obéissaient au moins à certains principes de droit, quelle que soit la composition. Et il ne faut pas confondre la Cour internationale de justice avec la Cour pénale internationale. Ça, on fait la différence. De deux institutions différentes, toutes les deux aujourd'hui manifestement atteintes dans leur substance par la montée de l'islam en Europe et en Occident. C'est l'un de mes confrères, estimés confrères, qui a participé à certaines institutions internationales, judiciaires internationales, me confiait il y a quelques heures qu'en réalité, les juges actuels craignent pour leur vie, et en tout cas craignent pour leur statut. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a eu une juge de cette institution, de la Cour internationale, qui a pris fait et cause pour Israël et qui immédiatement a été désavouée par son propre gouvernement. Il y avait une tzadeket besdom, à Sdom, et qui a été immédiatement sanctionnée. Donc, on doit comprendre dans quel est l'état de la civilisation internationale, la civilisation occidentale et les institutions internationales aujourd'hui. C'est une catastrophe sur le plan du droit et de la justice. Est-ce que vous pensez que l'État d'Israël aurait dû éviter, ou en tout cas ne pas donner suite, ou est-ce que même l'État d'Israël pouvait ne pas donner suite à la requête déposée par l'Afrique du Sud? Est-ce que vous pensez que l'État d'Israël a bien fait de répondre, de participer, et même de mandater le juge Aaron Barak comme juge représentant la partie accusée? À votre avis? Eh bien, Israël n'avait pas le choix de ne pas participer parce qu'Israël est parti à la Convention contre le génocide et par conséquent, les critères d'ouverture d'une demande devant ce prétoire étaient réunis à première vue, l'Ichora. Mais je pense que le gouvernement d'Israël a eu raison de désigner le juge Barak. Elle n'a pas eu raison le juge Barak n'a pas eu raison de présenter le dossier tel qu'il l'a présenté, puisque maintenant nous avons pu avoir connaissance, et visiblement cette intervention n'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu demander en tant qu'État d'Israël. L'État d'Israël aurait pu largement faire valoir, par exemple, la Cour n'a pris aucune espèce de décision effective relativement aux Hatoufim, aux personnes qui ont été raptées, aux hommes, femmes et enfants raptés sur notre territoire, et n'a pris aucune décision obligatoire, alors qu'elle a pris à l'égard d'Israël certaines décisions obligatoires. Non, ce ne sont pas des décisions contraignantes, ce sont plutôt des décisions déclaratives qui obligent Israël à répondre, mais c'est pas véritablement, par exemple, le fait de dire qu'il faut tout faire pour éviter l'incitation à la haine contre la population civile de la bande de Gaza, c'est pas une décision qui oblige. Concrètement, est-ce que Israël est obligé de réagir à ce genre de réaction, à ce genre d'ordonnance? Alors là, il y a une erreur d'interprétation de votre part. Le droit international est un droit obligatoire.
Simplement, il n'a pas de sanctions. Oui. Il n'y a pas une force internationale, une police internationale qui soit capable ou qui soit organisée pour appliquer des décisions de droit international. Mais il y a une grave erreur de votre part, parce que à un moment quelconque, si la procédure se poursuit, il n'est pas exclu que la Cour recommande au Conseil de sécurité de l'ONU de rendre certaines décisions obligatoires et effectives, et à ce moment-là, un certain nombre d'États se sentiront l'obligation, avec leur armée, de venir imposer certaines contraintes qu'elle aura décidées. Donc il ne faut pas négliger la portée d'une décision de la Cour internationale de justice. Alors il est vrai, et il ne s'agit pas de décisions purement déclaratives. Elles peuvent se transformer en décisions applicables si, disons, une coalition d'États estime justifié de s'organiser pour l'appliquer. Alors, je voudrais avoir... Il ne faut pas la prendre à la légère. Alors, je voudrais avoir votre avis sur une autre question, parce que c'est pas tout à fait clair, et peut-être que vous allez pouvoir nous renseigner sur le droit international aujourd'hui. On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Pourquoi, finalement, Israël ne pouvait pas contre-attaquer devant l'accord international de justice, par exemple, au moment où l'Afrique du Sud dépose son recours, pourquoi Israël ne dépose pas un recours en disant « J'ai été attaqué par le Hamas le 7 octobre, sur mon territoire souverain, je n'ai fait que réagir, et dans le cadre de la réaction, j'ai enclenché une action de conquête de la bande de Gaza en toute légitimité. » Est-ce que, du point de vue du droit international, un recours comme celui-là, il avait une chance d'aboutir quelque part, d'une manière ou d'une autre, si on n'était pas dans une constellation, on va dire, où les dés étaient pipés au départ? Alors là, il y a une confusion. Le Hamas n'est pas un État, la Palestine n'est pas un État, et nous refusons de reconnaître les Palestiniens, l'autorité palestinienne, comme un État. Par conséquent, c'est un piège. Si nous avions attrait qui que ce soit, et le Hamas par exemple, nous ne pouvons attaquer devant cette cour qu'un État qui soit en plus membre signataire de la Convention. Par conséquent, il n'y avait aucun moyen de faire ce que vous dites. Mais il y avait moyen d'être beaucoup plus actif contre l'Afrique du Sud, qui a pris fait et cause. Et par conséquent, on aurait pu exiger, et peut-être le fera-t-on encore, de la Cour qu'elle contraigne l'Union sud-africaine, en tout cas l'Afrique du Sud aujourd'hui, de rendre des comptes sur le fait que nous n'avons aucune nouvelle des personnes qui ont été enlevées, et d'exiger qu'elle rende un rapport à la Cour sur la situation de ces personnes et sur le traitement où elles se trouvent chacune d'entre elles. Voilà, par exemple, ce qu'Israël aurait pu demander et ne l'a pas fait. Pourquoi ? Bien, parce que, tout simplement, nous sommes des juristes honnêtes. Nous avons notre équipe du ministère de la Justice a fort bien répondu dans le cadre de la légalité pure et simple. C'est-à-dire, nous sommes attaqués, nous nous défendons, nous expliquons ce qui s'est passé. En termes de droit, la première chose à faire pour la Cour, c'était de refuser immédiatement de traiter cette plainte de l'Afrique du Sud, éliminer litis, c'est-à-dire d'emblée, dès la première question posée, vous n'avez pas qualité à demander à attaquer Israël sur ce plan, vu les circonstances. Or, elle a trouvé le moyen, de manière tout à fait illégale, à mon avis, d'accepter, d'examiner cette plainte et même de prétendre donner des instructions préliminaires et dans des conditions qui
qui laisse la porte ouverte à des mesures beaucoup plus graves contre Israël. Ceci est illégal et est un scandale du point de vue du droit, à mon avis, et je ne suis pas le seul à penser ainsi. Alors, quand vous dites vous n'êtes pas le seul à penser ainsi, justement, j'allais vous demander si dans le monde du droit, même dans le monde du droit international en particulier, dans d'autres pays, on va dire dans des pays occidentaux, quelle est l'image qu'elle a, cette Cour internationale de justice? Est-ce que, on va dire, c'est convenu d'emblée chez des juristes, comme vous dites, honnêtes, que bien cette Cour de justice, elle ne fait pas la justice, mais c'est une Cour, on va dire, politisée de par sa composition? Alors, jusqu'à présent, on ne peut pas dire ça. Jusqu'à ces dernières années, peut-être même ces derniers mois, le travail de cette Cour était un travail d'honnêteté. D'ailleurs, vous pouvez regarder une décision récente, relativement récente, de la Cour à propos d'une accusation de génocide entre la Russie et l'Ukraine, et vous voyez qu'elle prend des précautions considérables, elle ne se prononce pas si rapidement, elle pèse le pour et le contre, etc. Et donc, il y a une différence de traitement. Dès qu'il s'agit d'Israël, eh bien, il faut appeler les choses par leur nom. Il y a un déchaînement d'antisémitisme dans le monde occidental, et bien entendu, cela influence les juges d'une cour internationale qui se trouve sous l'influence du climat antisémite en Occident. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la justice israélienne a les moyens d'essayer parce que finalement, les ordonnances n'ont pas été les ordonnances, on va dire, les plus radicales, en tout cas ce dont on craignait, par exemple que la Cour oblige Israël à cesser les combats, ce qui aurait enclenché une démarche auprès du Conseil de sécurité, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le ministère de la Justice a un moyen aujourd'hui de limiter les dégâts? Est-ce que finalement c'est une ordonnance sans lendemain, ou alors ça risque d'être un précédent qui risque d'entraîner d'autres pays, parce que l'Afrique du Sud n'est pas la seule à être hostile à Israël, d'autres pays à poursuivre ce genre de démarche contre Israël devant cette même Cour? Alors, vous avez raison de souligner que, en fin de compte, ça aurait pu être pire. Oui. Ouais. Mais il faut avoir bien conscience que c'est la porte ouverte à des mesures bien pires. Et donc, ça n'est pas seulement le ministère de la Justice en Israël ou le ministère des Affaires étrangères qui doivent réagir, mais ce sont tous les juristes sérieux qui doivent se mobiliser pour expliquer toutes les violations du droit, et bien entendu, il faut mobiliser en France et ailleurs en Europe des juristes juifs ou des juristes sympathisants d'Israël ou des juristes sérieux, internationalistes sérieux, pour dénoncer tout ce parti pris anti-Israël qui ne devrait pas avoir eu lieu dans une organisation de ce prestige, dans une cour ayant tout ce passé considérable derrière elle. Et il est temps qu'elle réagisse face à la destruction de sa crédibilité internationale. Eh bien, Maître Léon Rosenbaum, merci beaucoup de nous avoir éclairé, en tout cas sur ce dossier extrêmement important. On en a déjà parlé avec d'autres intervenants, mais c'était important de nous faire les précisions que vous avez apportées dans ce dossier donc à charge, on va dire, de la Cour internationale de justice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shavua Tov. Merci beaucoup.